Bonjour tout le monde. Merci de prendre de votre heure du midi et de la passer avec moi. Bien contente d'avoir tout ce monde-là avec nous autres. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Le sujet, c'est comment bien se préparer finalement à la vie en logement autonome, donc comment accompagner un proche autiste ou qui a une déficience intellectuelle dans sa transition hors du foyer familial. C'est une présentation en fait qui a été basée sur une formation qu'on donne à la base à des parents. Sauf que les outils les thématiques là, qui vont être abordées aujourd'hui vont être tout à fait utilisables par des intervenants, des personnes qui œuvrent là, dans le milieu de l'habitation, puis même des personnes qui vivent avec une DI, qui sont autistes aussi. Donc, on va commencer ça aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter très brièvement l'organisme de Vivre Grand et me présenter moi-même. Dans quelques minutes, on va parler aussi de la planification de la transition et des étapes. On va parler de lâcher-prise, d'autodétermination et de prise de risque. Puis on va terminer la présentation avec une courte vidéo qui a été tournée avec des locataires dans nos habitations là, pour que vous voyez un peu c'est quoi l'impact dans leur vie d'aller en appartement autonome. Alors, je me présente, je m'appelle Ariane Deveau, comme l'a dit Luce, je suis responsable de la formation et de la recherche à l'organisme Vivre Grand, qui s'appelait auparavant l'Association pour l'intégration sociale de Québec, la ISQ, donc peut-être que vous connaissez ce nom-là. Vivre Grand, ça existe depuis 1961 dans la capitale nationale, on est situé à Québec. On a un organisme de défense de droits d'accompagnement des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, personnes autistes et leurs proches. Et on a différents volets de services, là, entre autres le service conseil où on va accompagner les familles ou les adultes, le volet service répit à domicile où il y a des accompagnateurs qui vont leur offrir différentes sortes de répit long terme et court terme dans les familles, et le volet habitation où on a des immeubles, on a des appartements dans des immeubles en mixité sociale pour des appartements des personnes autonomes. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec, parce qu'on a quand même un cursus assez chargé aujourd'hui, fait qu'on va commencer tout de suite avec les éléments, les principes fondamentaux de la planification de la transition. Donc, quand on parle d'un événement ou d'un projet de vie qui est aussi important que celui de quitter la maison familiale, ça prend de la planification, ça prend de faire attention à certains éléments ou de mettre en pratique des choses pour s'assurer que cette transition-là fonctionne bien. Donc, le premier élément, il y en a 12 des principes fondamentaux. Le premier, c'est d'encourager l'indépendance. Il est jamais trop tôt pour commencer à encourager l'indépendance, la prise de décision, de faire valoir son opinion, ses intérêts, ses choix, parce que ça permet à la personne justement de prendre confiance en ces choix-là et qu'elle puisse aussi se dire, ben, OK, que je prends comme décision, ça vaut quelque chose. J'ai pas toujours besoin de me fier sur quelqu'un. Fait que c'est important quand on veut transitionner dans un logement autonome ou à l'extérieur du logement familial, d'avoir confiance en ces choix-là parce que ben, ça se peut qu'il n'y ait pas toujours quelqu'un à côté de nous pour nous dire oui, c'est correct, oui, c'est pas correct. Donc, de prendre des expériences en lien avec ça, avec cette indépendance-là, c'est important. Ça veut pas dire d'être capable de tout faire tout seul, d'avoir absolument rien besoin, d'avoir pas besoin d'aide ou quoi que ce soit. C'est pas ça que ça veut dire du tout. On va parler d'autodétermination un peu plus tard. Ce que ça veut dire, c'est d'essayer d'encourager à les prendre, ces pas-là, à prendre ces petits risques-là. On va en parler aussi plus tard là, des risques. Donc, encourager l'indépendance pour commencer à le faire le plus tôt possible pour que la personne puisse le mettre en application là, un peu tout au long de cette planification-là. Le deuxième point qui est important, c'est d'être à l'écoute de la personne. Ça se peut que le projet de quitter la maison familiale, ce soit une initiative des parents, ça se peut que ce soit une initiative des personnes, des intervenants, peu importe. Mais peu importe d'où vient cette initiative-là, c'est sûr que l'important, c'est d'écouter la personne en en est où par rapport à ça. Est-ce qu'elle est motivée? Est-ce qu'elle est stressée, anxieuse? Est-ce qu'elle est surexcitée par rapport à ce projet de vie-là? Euh, Parce que ça va nous donner des indices, justement, où se situe sa motivation, puis peut-être
où est-ce qu'on pourrait peut-être l'aider à travailler certaines choses ou justement à aborder certains sujets avec elle. Euh, Être à l'écoute, c'est être à l'écoute, oui, de ce que la personne dit, mais ce qu'elle fait aussi. Moi, je dis tout le temps que l'être humain fait jamais rien pour rien. S'il y a un comportement, une idée, une parole qui est dite, qui est fait, ben, bien évidemment, il y a une raison derrière tout ça. Donc, si la personne a un changement dans son comportement ou dans ses paroles, ben, ça veut peut-être dire qu'il y a une raison en arrière. Donc, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours au courant, puis c'est pas toujours évident aussi la raison derrière ça. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret par rapport à ça. J'avais eu dans mes groupes de parents de futurs locataires une mère qui nous disait que c'est très difficile pour son fils de se mettre en action quand on trie des choses de sa chambre, de ses objets, de ses possessions, faire le tri pour pouvoir commencer à faire les boîtes pour emménager, parce que il allait emménager dans un de nos projets d'habitation. Elle disait qu'à chaque fois qu'elle lui demandait, il faisait pas. C'était difficile, la motivation, il faisait un petit peu, puis il arrêtait. Elle savait pas trop quoi faire avec ça. Donc, avec le principe d'être à l'écoute, je lui ai demandé si elle l'avait questionné par rapport à ça, si elle avait abordé. La réponse était non. Fait, elle s'est assise avec son fils pour lui demander, ben, tu sais, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu changé d'idée? C'est-tu rendu trop, tu trouves ça trop difficile? Y a-tu des choses qui t'empêchent de faire ton tri? Pour finalement comprendre que quand elle lui disait, mettons qu'il s'appelle Pierre, Pierre va trier tes affaires pour faire tes boîtes, mais il savait pas ce que ça voulait dire, trier ses affaires. Il savait pas comment faire ça, trier ses choses. Fait qu'après avoir pris conscience de tout ça, d'être à l'écoute de ce besoin-là, ben là, elle a pu lui expliquer qu'est-ce qu'elle voulait dire par faire le tri de ses choses. Donc, choisir ce qu'il voulait garder, ce qui était plus bon, ce qui était bon, ce qu'il voulait donner. Puis après ça, mettre ce qu'il voulait amener en appartement dans le boîte pour pouvoir commencer à faire ces boîtes-là. Un coup qu'il a bien compris ça, ben, ça a pris quelques jours, puis c'était terminé, ces boîtes. Donc, être à l'écoute de des fois, soit justement, des actions, des comportements ou des inactions, c'est super important quand on planifie la transition. Un autre élément qui est important, c'est de vivre des expériences dans la planification de la transition. Donc, si on a des personnes, justement, on se dit, ah, ben, tu sais, le niveau d'autonomie pourrait peut-être permettre à la personne d'aller habiter seule, ben, est-ce qu'elle a déjà eu des moments où elle était seule, où elle a eu l'opportunité d'être seule? Quelques heures, une journée, quelques jours. Si c'est pas le cas, ben, c'est important qu'elle commence à aller vivre ces expériences-là pour pouvoir concrétiser un petit peu plus le projet. Parce que on se le cachera pas, les personnes autistes, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, de se projeter vers l'avenir, le changement, de mentaliser c'est quoi que ça va être plus concrètement, ça peut être plus difficile pour certaines personnes. Fait que de commencer à vivre plus concrètement, ça va avoir l'air de quoi quand je vais être seule dans mon appartement, par exemple, si c'est en appartement autonome, ben bien évidemment que ça va leur donner une expérience un petit peu plus concrète, puis ça va leur permettre de voir, OK, c'est ça que ça fait, par exemple, quand je passe une journée seule, ben c'est moi qu'il faut qu'il l'occupe ma journée, c'est moi qu'il faut qu'il la fasse mon horaire, puis c'est moi qu'il faut qu'il fasse mes tâches aussi. Fait que ça permet aussi à la personne de voir, ben, c'est quoi les habiletés qu'il faut que je développe, puis c'est où la motivation à le faire aussi. On a beaucoup de locataires qui savent comment faire leur ménage, ils savent comment faire leur lavage et tout. Mais la motivation de le faire, ça, c'est une autre histoire. Donc, cette responsabilisation-là autour de l'appartement autonome, faut la vivre via des expériences avant l'emménagement. S'informer et être proactif. Donc, autant pour les proches aidants que pour la personne elle-même, c'est important de s'informer de qu'est-ce qui est disponible comme type d'habitation, qu'est-ce qui convient aux besoins de la personne. Y a-tu des formations qu'on peut aller chercher? Y a-tu des séances d'information, des cours, peu importe, des organismes avec qui je peux discuter ou aller visiter pour voir c'est qu'est-ce qui se donne dans ma région, dans mon secteur. Puis, à partir de là, ben, de se demander, OK, qu'est-ce qui convient aux besoins, puis vers où on peut aller. Un coup qu'on a choisi ça, ben, un coup qu'on a trouvé qu'est-ce qui convient bien, ben, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'assurer, ou du moins augmenter mes chances d'avoir ce type d'habitation-là. Donc, être proactif aussi dans l'information, puis dans
peut-être les tâches à faire ou les choses à mettre en place à l'avance. Il y a certains de nos locataires qui, à la base, n'habitaient pas la ville de Québec. Euh, Venaient de Montréal ou de différentes régions, de la Beauce, etc., mais souhaitaient avoir un appartement, étaient vraiment intéressés par nos projets. Ben, un des critères dans nos projets, c'est que ce sont des appartements qui sont subventionnés par le programme de subvention au loyer. Puis un des critères du PSL, le programme de subvention au loyer, ben, il faut avoir habité dans la ville de Québec au moins 2 ans consécutifs avant d'avoir accès à ce programme-là. Fait que c'est sûr que pour les personnes qui souhaitent emménager dans nos logements, si c'est en extérieur de la ville, il faut réfléchir à cet aspect-là aussi. Donc, quand on parle d'être proactif en lien avec le projet dans lequel on veut aller, ben, ça peut faire partie de ce genre d'informations-là à aller chercher. Le numéro 5, planifier et déléguer. En fait, cette phrase-là devrait être écrite planifier la délégation ou de déléguer parce que en tant que proche aidant, oui, c'est un beau projet pour la personne quitte le milieu familial, mais ça a un impact sur vous autres aussi. Je pense à certains de nos parents qui habitent à un bout de la ville, puis que leur fils ou leur fille a déménagé à l'autre bout de la ville. Ben, c'est sûr que si à tous les jours, par exemple, le parent aidait à faire du ménage ou du lavage ou aller faire l'épicerie aux 2, 3 jours, ben, de faire 45 minutes de voiture, pour certains, c'était moins intéressant. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui peut être planifié pour déléguer ce genre de tâches-là, qui pourrait être faite, par exemple, par un bénévole ou un intervenant, ou s'allier avec d'autres parents pour se dire, ah ben, cette semaine, ça va être moi qui va y aller avec ta fille puis la mienne, puis on va aller faire l'épicerie ensemble. Fait qu'il y a plein de collaborations comme ça qui peuvent être faites, l'entraide, des services qui peuvent être donnés, mais il faut être en mesure de les planifier aussi. Ou se dire, bon, ben, telle tâche ou tel accompagnement comme proche aidant que je faisais auprès de mon fils ou de ma fille, ben ça va être plus compliqué vu qu'on va être plus loin, par exemple, ou parce que je suis vieillissant. Bon, ben, qu'est-ce qu'on veut déléguer à d'autres services ou d'autres personnes? Puis, je dirais même aussi, qu'est-ce que la personne pourrait peut-être même apprendre à faire tout seul de son côté? Il y a bien des apprentissages qui peuvent être faits dans le développement des habiletés en autonomie en logement avant, mais pendant aussi. Tu sais, on peut se préparer, on se prépare de plein de façons et c'est super important. Mais ça se peut que sur le coup, vous constatez que, ah, ben, il y avait, par exemple, justement, on parle de faire l'épicerie. Ben, ça allait bien quand on y allait ensemble. Ben, peut-être qu'au fur et à mesure qu'elle se pratiquerait, elle serait peut-être capable d'y aller tout ça, finalement. Fait qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour l'aider à acquérir aussi cette habileté-là? Élément numéro 6, budgéter, s'assurer que c'est possible et durable. Évidemment, quand on a un projet comme ça coûte des sous. Oui, au quotidien, mensuellement, il va y avoir des dépenses et tout, mais pour faire le déménagement, ça coûte des sous aussi. Ben, faut s'assurer que la personne soit en mesure de le payer, qu'elle s'appauvrisse pas en s'en allant dans un appartement ou dans un logement comme ça, parce qu'on veut que la personne puisse, que ce soit durable comme projet, qu'elle ait un maintien en logement, une stabilité résidentielle, puis qu'elle se mette pas à déménager un peu partout parce que c'est trop cher. Donc, on magasine notre projet, puis on s'assure de faire le budget aussi pour que ça convienne aux revenus de la personne, parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Prochain point, avoir des rôles et des règles claires. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que qui dit quitter le nid familial, ben, dit que la personne se retrouve avec un nouveau chez elle ou chez lui, un nouveau chez soi. Donc, avec ces changements-là, ben, ça se peut que la personne elle ait le goût de mettre des règles un peu plus claires, de se dire, bon, ben, maman, si tu as envie de venir me visiter, j'aimerais ça que tu m'appelles avant. Et vice-versa. Il y a des parents qui ont dit, elle a son appartement, c'est parfait. Ben, si elle veut venir chez nous, ou chez elle aussi, parce que c'est la maison familiale, ben, elle va nous téléphoner pour avertir qu'elle va être là, par exemple. Il y a certains parents qui disaient qu'ils trouvaient ça difficile parce que, surtout dans les débuts, il y a comme une espèce de volonté, justement, d'indépendance, puis de s'approprier son appartement et tout, puis que ça prenait quasiment un rendez-vous planifié 3 semaines à l'avance pour voir leur fils ou leur fille parce qu'ils avaient des agendas de premier ministre, des événements sociaux et des activités et du voisinage, puis ça c'est compliqué de les voir un peu à l'improviste, mais
quand on planifie quand même cette transition-là, c'est important justement de clarifier ces règles-là. Est-ce que le parent va avoir une clé? Si oui, ben comment il peut l'utiliser? Il avertit-tu ou il peut venir comme il veut? Peu importe, on met les règles qu'on veut, mais il faut que ce soit clair pour tout le monde, puis que tout le monde soit bien là-dedans aussi, locataire et proche aidant. Puis avoir des rôles clairs aussi, ben, c'est par rapport à l'appui que la personne va recevoir. Est-ce que justement pour l'épicerie, c'est encore papa puis maman qui vont venir avec moi ou là, c'est la personne bénévole, par exemple? Ben, si c'est la personne bénévole, il faut que le locataire ou le fils, la fille, peu importe, l'adulte, sache que c'est cette personne-là qu'elle peut contacter si elle a besoin d'aller faire l'épicerie pour qu'elle sache en fait que les rôles sont qui peut l'aider avec quoi, pour qu'elle soit plus autonome dans sa demande d'aide aussi. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le but, c'est pas de faire tout seul, c'est d'être en mesure d'identifier c'est où j'ai besoin d'aide, puis c'est qui peut m'aider, comment je les contacte. Pratiquer des activités concrètes d'apprentissage, ben évidemment, même si la personne est encore dans le logement familial, c'est le moment idéal pour pratiquer justement les habiletés en logement, que ce soit au niveau de l'entretien ménager, de la sécurité, de l'alimentation, du voisinage, peu importe. C'est important de les entretenir, ces activités d'apprentissage-là, permettent à la personne d'être impliquée dans ce qui est des responsabilités envers une demeure ou un appartement, ou peu importe, pour que justement ça se continue un peu tout le temps. Puis on peut même aller jusqu'à ben, des formations qui sont offertes par des centres professionnels ou des écoles, des choses comme ça, pour que ça permette à la personne plus concrètement de les mettre en pratique puis de les développer. Ça va être plus facile après ça de les garder, de les conserver finalement, ces habiletés-là, parce que on va le voir tantôt avec les étapes de transition quand il y a un gros changement, quand on parle de personnes qui ont des déficience intellectuelle, personnes autistes, puis leurs proches, ben, pour les personnes, des fois, ces gros changements-là, ça demande beaucoup d'adaptation, ce qui est tout à fait normal. Puis des fois, ça peut venir avec un peu j'aime pas le terme régression, mais des fois un petit ralentissement au niveau des apprentissages parce que là, ils sont dans justement l'adaptation de de leur nouveau milieu, de leur nouvelle réalité. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits oublis ou ils savent plus trop comment faire certaines tâches ou certaines choses comme ça, c'est tout à fait normal. Mais de les pratiquer à l'avance, ben, ça permet de réduire un peu le risque là, de cette petite régression-là. Se tenir à l'affût des changements de situation, euh, ben, en fait, c'est que peu importe la planification du projet qu'on fait, il peut y avoir des changements de situation, il peut y avoir des changements de besoins aussi. On se rend compte, par exemple, dans la planification que, ah, ben, finalement, ce qu'on avait planifié comme type d'habitation pour la personne, ah, ben, elle est beaucoup plus autonome que ça, ou ah, finalement, elle est peut-être moins autonome qu'on pensait avec les évaluations, fait qu'on va réorienter un petit peu le projet. C'est correct. C'est important, par contre, d'y prêter attention pour pouvoir après ça réaligner un petit peu plus le tir pour permettre aux personnes après ça de se retrouver dans les milieux qui conviennent vraiment à leurs besoins, puis que tout le monde soit satisfait aussi de ce qui est offert là, comme service. Rester en contact avec d'autres parents, c'est là aussi très important, ce principe-là. est très important, ce principe-là, parce qu'en étant en contact avec d'autres parents, ben, ça vous permet, oui, de pouvoir partager avec des gens qui vivent des choses semblables à vous autres, qui savent qu'est-ce que vous vivez, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les petites difficultés. Mais ça permet aussi de partager les outils, les trucs, les ressources qui peuvent aider dans cette transition-là, dans cette planification-là. Puis même après l'emménagement, si la personne emménage, ça vous permet justement de rester un peu en contact. Puis il y avait beaucoup de parents qui nous disaient aussi que ben, tu sais, nous, ça reste un milieu de vie, il y a des lieux communs et tout. Chaque personne a son appartement, mais il y a quand même des salles communes, des cuisines collectives, des activités qui sont faites. Fait que ça crée des liens, bien évidemment, entre les locataires. Fait que là, les locataires parlaient de leur semaine avec leurs parents, puis là, j'ai vu telle personne, puis telle personne est venue souper chez nous, puis on a été prendre une marche. Mais là, on se retrouvait avec des noms de plein de locataires, mais ne savaient plus trop c'était qui ces personnes-là, ils ont tous des parents, c'est qui leurs parents, tout ça. Fait que ça permettait aux parents, eux aussi, de créer des liens entre eux autres, puis de pouvoir créer des belles relations ensemble. Fait que ça permet justement des fois
d'offrir un bon soutien, puis de permettre de savoir de qu'est-ce qui se passe, parce que des fois, il y a des parents qui nous disent, ah, ben, tu sais, la mère de la voisine me raconte que, ah, ben, il est arrivé un événement, ah, ma fille m'en a pas parlé, c'est drôle, je vais lui poser des questions par rapport à ça. Peut-être bien qu'elle n'avait pas le goût de me le dire, peut-être bien qu'elle a oublié, des choses comme ça. Fait que ça permet aussi de créer ce genre de relation-là là, avec les autres parents. Rester flexible face au changement, ben, c'est un peu comme rester à l'affût des situations de changement, c'est-à-dire que dans le cas où, justement, il y a des changements, il y a des imprévus, ben, il faut quand même rester flexible par rapport à ça, parce que c'est sûr que des fois, on s'imagine un plan bien parfait, on a tout planifié, ça va comme sur des roulettes, puis pouf, il arrive un événement, il arrive quelque chose, il y a un imprévu, il y a du retard dans la livraison du projet. Finalement, ah, ça a changé un petit peu de service ou la personne responsable a changé de poste et puis là, bon, il faut quand même rester flexible par rapport à ça. Les projets, ça arrive tout le temps des imprévus. Puis si on se met à être rigide par rapport à tous ces changements-là, ben, ça va juste créer de l'anxiété pour tout le monde. Ce ne sera pas agréable. Fait qu'il faut quand même rester flexible à ces changements-là parce que je dirais pas c'est sûr, mais c'est presque sûr qu'il va y avoir des changements et des imprévus dans tout grand projet d'envergure comme ça. Le dernier point, il va vraiment falloir que j'accélère parce que je me rends compte qu'il reste vraiment beaucoup de choses à voir. Le dernier point, il est vraiment long, est disposé à surveiller, agir sur la gestion de risque, puis réviser les plans et améliorer les façons de faire. C'est que justement, dans ces changements-là, dans ces imprévus-là, on est quand même capable, dans la planification, d'évaluer peut-être ou de planifier un peu, ben, c'est quoi les risques qui peuvent arriver, c'est quoi les changements peut-être qu'on peut arriver. Puis, ben, il faut être en mesure de, justement, quand ça se produit, excusez-moi l'expression, mais se revirer sur un dizaine pour changer un petit peu ce qu'on avait fait, ce qu'on avait planifié, pour pouvoir après ça s'améliorer puis que ça fonctionne finalement, que ce soit une réussite pour ce beau projet. Donc là, on a vu les 12 principes fondamentaux de la planification de la transition. Là, on va tomber plus précisément, c'est quoi les étapes de transition, par où on commence, puis où est-ce qu'on s'en va, par où ça finit. Premier élément, c'est imaginer le projet avec la personne. De permettre avec l'adulte ou l'ado même, ça peut être fait très tôt, de discuter avec elle pour voir ben, où est-ce que la personne aimerait habiter, comment qu'elle se voit dans un appartement ou dans une autre résidence, ou ça serait qu'est-ce qu'elle aimerait faire, à quoi ça ressemblerait dans sa tête, ça serait quoi l'idéal, des choses comme ça, pour permettre de commencer un petit peu le discours avec la personne, puis non seulement ça va lui permettre ben, de l'imaginer justement, puis de pouvoir se dire, ah ben, moi j'aimerais ça faire ça, ou j'aimerais ça habiter dans tel quartier, ah ben, y a-tu quelque chose qui pourrait correspondre dans ce quartier-là, des choses comme ça. Mais ça va permettre aussi d'identifier c'est quoi ses inquiétudes, c'est quoi ses peurs, c'est qu'est-ce qui la rend euh, anxieuse ou stressée par rapport à, par exemple, ce changement-là, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est un gros projet, et ça vient avec son lot d'anxiété. Euh, Fait que ça va vous permettre, en tant que proche, en tant qu'intervenant même, puis la personne elle-même, ben, d'identifier justement ces inquiétudes-là, ces craintes-là, puis de pouvoir voir ben, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour ben, soit les rassurer ou outiller la personne pour que ça aille bien, puis qu'elle soit motivée là, face à ce projet-là. Deuxième étape, après ça, c'est de regarder au niveau du budget. Qu'est-ce qu'on peut se permettre? Y a-tu des choses qui, si on est déjà fixé sur où est-ce qu'on s'en va, ben on a-tu des meubles à acheter, on a-tu des articles de cuisine ou des articles de maison à acheter? Si oui, ben qu'est-ce qu'on peut se permettre comme achat? C'est quoi le budget qu'on a à respecter? Puis de regarder aussi dans toutes ces étapes-là, qu'est-ce que la personne pourrait faire, ben, soit seule ou accompagnée, parce que même si, on ne se le cachera pas, le budget, c'est quelque chose de compliqué, il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec ça. Euh, mais malgré tout, ça reste quand même cet aspect-là financier, une bonne responsabilité quand on s'en va, quand on quitte le nid familial. Fait que même si la personne, j'ai un exemple là, en tête d'une locataire que ben, elle n'est pas en mesure de lire, d'écrire, ni de compter les chiffres, tout ça, elle n'est pas en mesure de les lire, ben, malgré tout, ses parents l'impliquent quand vient le temps de payer les factures, quand vient le temps de faire le budget, parce que ça la responsabilise, ça la sensibilise
à justement à cette responsabilité-là face au budget. Fait que même si elle n'est pas en mesure de lire, quand elle va à la poste, qu'elle voit l'enveloppe, puis qu'il y a le logo de Vidéotron, elle reconnaît ça. Fait qu'elle sait que cette enveloppe-là, ça veut dire que c'est une facture qui est à payer. Fait qu'elle contacte ses parents, s'assoit les trois ensemble, puis regarde, bon, c'est ça le montant que tu as à payer, tu as ça dans ton compte, on va aller chercher des sous pour payer ta facture. Fait que ça sensibilise aux dépenses, ça sensibilise aux revenus, puis ça responsabilise la personne aussi par rapport à ça, même si elle a besoin d'aide pour le faire, même si elle a besoin de quelqu'un qui le fasse à sa place. Fait que c'est super important. Un coup qu'on a imaginé notre projet, on a fait notre budget, c'est le temps de commencer à se préparer un petit peu plus concrètement. Fait que, est-ce qu'il y a, par exemple, des cafés-rencontres ou des ateliers préparatoires pour les locataires ou la personne qui va... Est-ce qu'il y a des visites des lieux qui peuvent être faites? Est-ce qu'il y a des groupes de parents? Est-ce qu'il y a des formations pour les parents? Tout ça, ça fait partie de la préparation pour la transition à l'extérieur du milieu familial. Après ça, première étape de planification un peu plus générale. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire d'avance? Demander à des personnes de la famille, ah, ben, es-tu disponible aux alentours de telle date? On risque de déménager. Oui, bon, je te réserve. Est-ce qu'on peut emprunter un camion à quelqu'un? On a-tu besoin de faire des réservations? Même si on n'a pas les dates, des fois, il y a quand même des étapes qu'on peut faire à l'avance. Je peux-tu aller acheter des meubles d'avance, par exemple, puis les entreposer? Ou on a une cousine qui déménage, puis ah, ben, elle se débarrasse de sa laveuse sécheuse. Ben, on lui demande de les garder, par exemple, ou des choses comme ça. Fait, à cette étape-là, on commence à tomber un petit peu plus dans la planification de cette transition-là plus concrète. Après ça, encore plus concret par rapport à tout ce qui est technicalité de l'emménagement. On loue-tu quelque chose? On fait appel à des déménageurs ou c'est la famille avec le camion à mon oncle Serge qui va venir avec nous autres? Est-ce que l'emménagement va se faire une journée toute faite? On remplit l'appartement ou on remplit la chambre, puis après ça, la personne reste là, puis c'est fini, ou on y va de façon transitoire, on répartit ça sur une couple de jours, une couple de semaines. Au début, la personne reste là une journée ou deux par semaine. Après ça, elle revient à la maison. Comment qu'on planifie un petit peu tout ça, ces technicalités-là? C'est important parce que quand ça va être le temps de le faire, ben là, on va pouvoir le mettre en application. Puis, quand on parlait tout à l'heure d'être flexible par rapport au changement, ben, ça se peut qu'on avait planifié, par exemple, que ben, la personne va rester 3 jours par semaine dans son appartement pour le premier mois, puis après ça, 4 jours. Puis finalement, on se rend compte qu'après une semaine, ben, ça va vraiment bien. Puis la personne, ça ne tente pas vraiment, puis elle n'a pas vraiment besoin de venir dormir à la maison familiale. Bon, on change, puis on s'adapte à ce changement. C'est qu'on planifie un petit peu plus. L'étape numéro 6, c'est l'étape cruciale de la journée ou du moment du déménagement. Donc, c'est là qu'on fait le choix de la date finale, on fait les réservations si on a besoin de faire des réservations, on installe la personne dans son nouveau logement ou dans sa chambre, on fait les derniers petits achats, la personne est installée. Ça se peut, puis je dirais même, c'est très, très fort probable, que même à cette étape-là, tout ne soit pas finalisé. C'est normal, c'est correct. Moi, j'ai beaucoup de parents. Des fois, quand on planifie, justement, on est tellement dans tous les détails puis le concret qu'on ne se rend pas compte à quel point on est justement peut-être un petit peu trop dans les détails. Combien de parents sont venus nous voir en nous disant, ça me prend absolument la grandeur des fenêtres parce que sinon, on n'aura pas de rideau. Mettons que la personne dort une nuit ou deux, pas de rideau. C'est pas la fin du monde. Pas de porte d'entrée, ça c'est grave. Pas d'eau, ben là, c'est compliqué. Pas de rideau, on peut y aller le lendemain, c'est pas la fin du monde. Fait on fait les dernières finalités à cette étape-là, la personne est installée, ça se passe bien. Un coup que ça c'est fait, là, on tombe dans une grosse étape, qui est l'étape de l'adaptation. Ça varie pour tout le monde, c'est différent. Habituellement, on parle d'environ 6 mois à 1 an, tout dépendant des personnes. Il y a des personnes que ça va se faire très rapidement, qu'après un mois, après quelques semaines, ça va super bien, la routine est embarquée, la personne continue, ça va. Il y a des personnes que ça peut être un peu plus long. Ben, c'est pas grave. On met en place des choses, on met un petit peu plus de soutien, on réajuste, c'est correct.
Ça se peut aussi dans cette période-là, comme je vous disais, j'en parlais un petit peu plus tôt, qu'il y ait des petites régressions. On se rend compte que, oups, là, il y a un petit pic d'anxiété, puis oups, là, c'est plus difficile, par exemple, de dormir seul alors que ça allait avant. C'est correct. On s'ajuste dans cette période-là, c'est fait pour ça. C'est là que la personne va justement s'adapter à son nouveau milieu, sa nouvelle réalité, son nouveau quotidien. Puis oui, des fois, il y a des petits accros, puis c'est tout à fait normal. Elle est importante, cette période-là, parce que c'est aussi là que les parents vont s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Il y a beaucoup de parents qui nous disaient, je pensais que ça allait être plus dur pour mon fils, par exemple, mon enfant, que pour moi, mais c'est le contraire. Ça va super bien, lui, il vit sa vie, sa best vie, ça va super bien. Moi, je trouve ça dur, puis là, il n'est plus là, la maison est vide, je le cherche, alors que je pensais que ça allait être le contraire. Et que cette période d'adaptation-là est importante pour les parents aussi. C'est important, justement, quand on parlait tout à l'heure, d'être en lien avec d'autres parents pour parler, pour échanger, de recevoir du soutien si vous en avez besoin aussi, d'intervenants, par exemple, des choses comme ça, parce que vous êtes en période d'adaptation, vous autres aussi, en tant que proche aidant, en train de faire. Ensuite, un coup que l'adaptation est faite, ben là, on tombe en période de maintien, qui est un peu, il n'y a pas vraiment de limite en tant que tel dans le maintien. Ce qui est important, par contre, dans le maintien, c'est, bon, oui, la rectification du soutien, si jamais on va faire des petits ajustements de ce côté-là, mais d'être flexible aussi par rapport à l'adaptation parce que, bon, oui, les étapes de transition, c'est linéaire, excusez-moi, mais ça se peut que la personne, s'il se passe des événements particuliers, quelqu'un tombe malade, il y a un décès, petite période dépressive, ben, ça se peut qu'il y ait des petites régressions puis qu'on retombe dans une nouvelle période d'adaptation parce qu'on a une nouvelle réalité, par exemple. On a des locataires, par exemple, ben, qui avaient perdu un parent après un an d'habitation chez nous. Ben, bien évidemment, il y a une petite période de réajustement face à cette perte-là. C'est tout à fait normal, on est en période de deuil. Fait que dans cette période de maintien-là, il peut y avoir des hauts, des bas, c'est normal, on avance, on recule, c'est correct, mais on réajuste un peu tout ça, le soutien, puis on continue dans le maintien des acquis. Je poursuis avec le lâcher-prise. Celle-là, elle s'adresse, cette partie-là est peut-être un peu plus là, justement pour les parents et les proches aidants, mais quoi que les intervenants, ben, vous allez pouvoir utiliser les outils avec les parents que vous accompagnez et les personnes aussi. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est un moyen de libération psychologique qui consiste à se détacher du désir de maîtrise. Fait que c'est en lien beaucoup avec le contrôle. Puis là, quand je dis contrôle, là, je parle pas du contrôle coercitif, puis on veut tout faire pour la personne, puis on veut tout contrôler dans sa vie, là. Je parle pas nécessairement de ça, on parle du contrôle un peu plus, de façon un peu plus large. En fait, le lâcher-prise, pourquoi on en parle aujourd'hui? Ben, c'est parce que, en tant que parent, en tant que proche aidant, la situation change avec votre fils, votre fille. C'est plus la même réalité. Il se retrouve dans une situation où il peut être plus indépendant, justement, puis il est à l'extérieur de la maison. Fait que vous avez moins de contrôle, justement, sur, ben, c'est quoi son quotidien. Parce que là, la personne est responsable de son propre quotidien, finalement. Puis des fois, en tant que proche et parent, c'est difficile de lâcher prise sur certains aspects de la vie de notre enfant parce que la personne a toujours vécu chez vous. Il y a des personnes que ça fait des 30, 40, des fois 50 ans que la personne habite chez les parents. Fait que c'est difficile de se détacher un peu de ça, de se réapproprier ce rôle de parent-là, de proche aidant, à la nouvelle réalité qui se passe dans la vie de notre enfant. Mais le lâcher-prise, il est quand même très important parce que si on désire que la personne quitte le nid familial, ben, il y a quand même en quelque part un désir justement qu'elle soit sa propre personne, qu'elle soit plus autonome. Fait, il faut qu'il y ait un minimum de lâcher-prise qui soit fait en quelque part dans le processus. Le lâcher-prise, c'est un processus intérieur, c'est-à-dire que ben, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. On ne peut pas acheter du lâcher-prise au dépanneur. C'est un processus interne, c'est de l'introspection, c'est de la réflexion envers ce qui est réellement important pour nous versus ce qui va nous créer plus d'anxiété, plus de troubles que d'autres choses. Je vous donne un exemple. Euh, je parlais des rideaux puis de l'habillage des fenêtres tout à l'heure. Je me souviens
d'un parent dans un de nos projets d'habitation qui avait été un peu scandalisé face à la décoration que son enfant avait décidé de faire dans son appartement, qui ne correspondait pas, qui était plutôt éclectique, très coloré, bon, des formes différentes. Et le parent disait, mon Dieu, mais tu rentres là, tu as l'impression de rentrer dans l'atelier de Picasso, il y a des motifs qui ne matchent pas ensemble, ça n'a pas de bon sens. Et ça a pris vraiment un grand travail pour ce parent-là de lâcher prise là-dessus parce que, ben, au final, là, c'est l'appartement de son enfant, c'est sa décoration, c'est lui qui a décidé de mettre ça comme ça, puis c'est bien correct parce que lui, il aime ça. Le parent, il va là de temps en temps, passer, aller souper, passer un petit moment. C'est pas grave s'il aime pas ça, au final, c'est pas chez lui. Fait que ce travail-là, puis le parent me disait, ça ne sert à rien que je me lève la nuit pour trouver son appartement laid, ça m'apporte rien à part que de perdre du sommeil. C'est un peu caricaturé, mais reste que c'est ça aussi. Puis des fois, le besoin de lâcher prise, on ne le voit pas tout de suite non plus. Euh, un autre exemple que je trouve vraiment très éloquent, c'est lors de l'emménagement, euh, la personne dans la cuisine avait décidé de bon, ranger les choses dans les armoires, mais le parent trouvait donc que ça faisait pas de sens de la façon que la personne avait rangé les choses dans les armoires. Les chaudrons dans l'armoire au-dessus du frigo, les verres étaient à une place bizarre, en tout cas, bref. Mes parents trouvaient que ça faisait pas de sens parce que c'était pas pratique. Et moi, je disais tout le temps aux parents, c'est pas, non seulement la personne décide comment elle fait son appartement, mais si c'est quelque chose de réellement, par exemple, dans ce cas-là, pas pratique, elle va le constater assez rapidement. Que c'est pas pratique d'avoir à chercher un petit banc pour aller prendre une assiette en haut du frigidaire à chaque fois qu'elle veut une assiette. Puis que c'est plus pratique de mettre le robot culinaire qu'elle sert une fois ou 4-5 mois dans cette place-là. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé. Après une couple de jours, une couple de semaines, la personne a fait moi. C'est peut-être pas vraiment la bonne place. J'aurais peut-être dû écouter maman. Je vais redéplacer mes affaires. Fait, il y a eu un apprentissage, puis justement une responsabilisation par rapport à ça. Puis ça a permis à la personne, en fait, justement, de s'approprier son appartement. C'était plus un désir de pas faire ce que maman me dit, de faire ce que moi je veux faire, que de réel désir de mettre ses assiettes au-dessus du frigidaire. Bref, ce lâcher-prise-là, justement, pour les parents, c'est important de le faire justement pour donner aussi l'opportunité à la personne ben, de grandir puis d'acquérir des acquis. Le lâcher-prise, ben, c'est de dire non au tourment. Évidemment, c'est sur des choses qui peuvent nous occasionner du stress ou de gruger notre énergie finalement. Donc, quand on lâche prise sur quelque chose, ça vient avec un soulagement. C'est un acte conscient. Comme je disais tout à l'heure, oui, c'est un processus intérieur, mais quand on parle de choses justement, qui sont peut-être des automatismes ou des choses comme ça, ben, des fois, on a besoin d'être un petit peu plus au fait, finalement, de ce lâcher-prise-là, puis de le faire de façon plus consciemment, surtout au début. Ça signifie pas de se résigner ou de tout abandonner. C'est pas de dire, je laisse aller ça, puis advienne que pourra. C'est pas ça. C'est de sélectionner ce qui est moins important pour nous ou ce qui nous occasionne du stress ou de la souffrance, ce qui est superflu. Puis ça, de dire, OK, soit je le donne à quelqu'un d'autre ou soit je lâche prise. Je viens d'utiliser ce terme-là. C'est d'accepter de faire du changement. Ça, des fois, c'est là que la chip reste collée un petit peu poignée dans l'autre. Le changement, des fois, on a de la difficulté. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir de la difficulté avec ça parce que ben, c'est des vieux réflexes, hein, ces comportements-là en lien avec le contrôle, avec l'accompagnement qu'on fait avec la personne. Ça fait des années qu'on le fait, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Fait que ça devient des automatiques on n'y pense pas nécessairement. Donc, quand on est dans un processus de lâcher prise, ben, faut le faire de façon plus consciente, hein, comme le point, il y a 2 points, le point numéro 3, et c'est d'accepter de changer ces habitudes-là. Et finalement, c'est une question de temps. On lâche pas prise sur des comportements et des réflexes qu'on a depuis des années en une semaine. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des semaines, des mois, des fois ça peut prendre des années de garder ça conscient puis de faire l'effort de lâcher prise sur certaines choses. Mais il faut se donner ce temps-là. C'est important.
Euh, je vais passer très, très rapide sur celle-là. En fait, c'est que des fois, le lâcher prise, ça peut être plus difficile pour certaines raisons. Entre autres, on peut se sentir coupable, par exemple, ou de tourner ça, en fait, un peu comme si on avait l'impression d'abandonner certaines choses ou d'abandonner la personne. Fait que ça peut faire que ça rend ça plus difficile de lâcher prise sur certaines choses. Se taper sur la tête parce que se dire, ah, ben, si j'avais fait les choses autrement ou si j'arrête pas, ben là, il va peut-être arriver quelque chose de grave, ou elle sera pas capable de faire ça, ou elle va penser que je l'abandonne, des choses comme ça. Et le doute, oui, le doute, oui, peut-être de soi, mais surtout des autres. Des fois, on a de la difficulté à lâcher prise parce qu'on se dit, je peux pas arrêter, par exemple, de l'aider là-dessus, ou je peux pas arrêter de taper sur ce clou-là parce que la personne n'est pas capable de le faire, ou elle le fera pas comme il faut. Puis là, c'est de se poser la question, ils sont où mes exigences par rapport à celle de la personne, puis où est-ce qu'on peut se retrouver là, à travers tout ça. Lâcher prise, des fois, c'est s'arrêter pour se poser la question, qu'est-ce qu'on peut contrôler versus ce qu'on peut pas contrôler. Donc, ce que nous, on fait, les efforts qu'on met, les paroles qu'on dit, les décisions qu'on prend, on a 100% du contrôle là-dessus. C'est nous qui décidons comment on le fait. Ben, si c'est le cas pour nous, c'est le cas pour les autres aussi. Donc, les paroles des autres, les actions des autres, malheureusement, on peut pas contrôler. Ben, malheureusement ou heureusement, en fait, là, techniquement. On peut pas contrôler les autres, on peut pas décider à leur place. Au final, on peut les conseiller, on peut essayer de les influencer, mais au final, la décision va leur revenir. On peut pas contrôler le temps aussi, le temps que ça prend pour lâcher prise, le temps que ça prend pour quelqu'un de s'adapter. Et on peut pas contrôler le passé non plus. Donc, ce qui est fait, malheureusement. On peut se faire du sang d'encre pendant des semaines, des années par rapport à quelque chose, ça ne changera pas le passé non plus. Donc, des fois, c'est important de s'arrêter et de se le rappeler aussi. L'autodétermination, on en parle parce que c'est un concept très important quand on parle des personnes qui ont vieilli et des personnes autistes. Et surtout quand on parle de justement quitter le lit familial, peu importe où est-ce que la personne va se retrouver, ben, c'est important de favoriser cette autodétermination-là pour permettre à la personne de mieux s'adapter, de développer de sa participation sociale. Donc, l'autodétermination, c'est permettre à la personne d'avoir du contrôle dans sa vie, du contrôle dans sa propre vie, sur ses propres choix, sur ce qu'elle considère comme étant important. Fait que le rideau de douche rose flash que papa elle trouve dans ben lettre, ben si la personne, pour elle, c'est important parce que c'est une couleur qu'elle aime vraiment beaucoup, puis elle trouve que ça marche bien avec sa décoration de salle de bain, ben c'est super. C'est une forme de contrôle. La personne a fait un choix. Par contre, on est beaucoup centré sur c'est quoi le besoin de la personne. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Comment on peut l'aider? Mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle aime? C'est quoi ses intérêts? Il faut prendre ça en considération. Puis le contrôle, il s'applique là-dedans aussi. L'autodétermination, comme je l'ai dit au début par rapport à l'indépendance, c'est pas de faire tout seul, de faire tout seul. Pas du tout. C'est de permettre à la personne de pouvoir essayer des choses, de pouvoir développer cet aspect-là, mais de pouvoir savoir aussi, ben, c'est où ce que j'ai besoin d'aide, c'est dans quelle partie de mon autonomie que j'ai besoin d'aide, puis qui, ce qui peut m'aider quand j'ai besoin d'aide, à qui je dois m'adresser pour faire cette demande d'aide-là moi-même, plutôt qu'on vienne tout de suite, ah ben gars, je vais le faire pour toi ou je vais le faire avec toi. Fait que la personne prenne ce réflexe-là. C'est de poser des actions, évidemment. C'est pas d'être passif, c'est d'être actif. Et c'est d'exercer sa liberté aussi. Donc, de prendre ses décisions, de faire ses choix. Voyons. Pour faciliter l'autodétermination, surtout au niveau des adultes, ben, vous pouvez justement de déléguer et redéléguer des tâches à la personne à faire, des petites responsabilités, des projets, des choses comme ça, où c'est elle, oui, qui doit le faire, mais qui doit s'occuper aussi justement de la motivation par rapport à faire les choses, puis d'organiser les choses. Si c'est la personne, par exemple, à la maison, où il dit, bon, ben, elle est capable de faire le lavage, c'est toi qui es responsable du lavage. Pour ça veut dire que la personne, ben, elle reste à l'affût. Si les paniers à linge sont remplis, les serviettes, il y en a-tu? Si je fais le lavage, ben, je fais-tu toutes mes brassées dans la même journée? J'organise ça comment? C'est moi qui le plie aussi à la fin. Donc, de laisser l'organisation aussi de ces tâches-là à la personne. Euh,
De faciliter l'autodétermination aussi, là, on parle beaucoup que bon, les personnes ont un grand désir d'autonomie, mais des fois aussi, quand ça fait des années que habitent chez les parents ou sont dans certaines habitudes, ben, des fois, c'est plus tentant de se fier sur papa, maman qui va faire mon ménage ou qui va faire mon lavage. Fait que c'est le fun de même. On avait une locataire que ses parents trouvaient ça dans ma poche parce que, excusez-moi, trouvaient ça dans ma plate parce que savait qu'elle était capable de faire son ménage, j'avais pas de problème, très capable de le faire, mais la motivation de le faire était plus difficile. Puis là, se retrouver en appartement tout seul, puis oh, là, ben, on n'est pas dans l'insalubrité, mais c'est pas très propre. Puis la personne n'a pas vraiment, on dirait, la motivation de le faire. Puis les parents se tannaient, puis à me donner, ben, il allait le faire maintenant. Ben, la locataire, pas plus folle qu'un autre, elle savait que si elle attendait assez longtemps, papa puis maman allaient venir le faire à sa place, là. Fait que bien évidemment qu'elle ne le faisait pas. Fait que d'expliquer à la personne qu'il y a une responsabilisation par rapport à ça, si vous êtes vieillissant, ben, tu sais, ça se peut que vous n'avez plus l'énergie non plus pour tout faire à sa place. Fait que c'est important qu'elle prenne cette autonomie-là, cette autodétermination-là, pour pouvoir justement les faire, ces tâches-là, pour se responsabiliser. Euh, ben, demander justement d'avoir de l'aide, ça peut être une façon aussi de motiver la personne à faire ces tâches-là, puis s'autodéterminer pour devenir, inverser les rôles finalement. C'est la personne qui aide et vous, vous êtes l'aidé. Et vous collaborez évidemment avec les intervenants et les milieux, là, que ce soit dans le soutien à domicile, vous êtes les intervenants directement dans le milieu où votre enfant habite. Dernière petite partie avant la fin, que je vais vraiment me grouiller. En fait, je vais passer directement à la prochaine diapositive, c'est par rapport au risque. Je la trouve importante, cette partie-là, parce que le risque, la prise de risque, elle est importante quand on parle justement de préparer à quitter le nid familial, à quitter la maison, à développer l'autodétermination aussi. Il y a certains risques, le risque acceptable, qui est important à prendre des petits risques qui ne mettent pas la vie de la personne en danger, qui influencent pas la sécurité ou l'intégrité ou le bien-être de la personne, mais qui permet à la personne de justement sortir un peu de sa zone de confort, prendre des petits risques que si jamais ça fonctionne pas, ben que les conséquences sont pas graves. Au contraire, qui va permettre à la personne de tirer des apprentissages de cette prise de risque-là. Euh, si on a quelqu'un, par exemple, justement, qu'au niveau du transport, par exemple. Prend tout le temps soit le transport adapté ou c'était tout le temps papa et maman qui allaient le sortir, qui allaient le promener un peu partout. Ben, s'il y a du transport en commun qui est disponible dans la région, ou par exemple déplacé à pied ou en vélo, que la personne est en mesure de le faire, ben, puis si on se dit elle a peut-être les capacités de le faire, ben là, quand on regarde la situation, on se dit c'est quoi le plus grand risque, par exemple? Si on prend l'exemple du transport en commun. Bon, de partir du point A puis aller au point B, les plus grands risques, mettons le pire qui peut arriver, bon, elle manque son autobus, elle n'arrête pas au bon arrêt et elle se perd. Euh, Ça ressemble pas mal à ça au niveau du transport en commun. Bon, si elle manque son autobus, qu'elle arrive en quelque part, par exemple, en retard en quelque part, est-ce que c'est grave? C'est un rendez-vous important, c'est plus tannant. OK, bon, ben, quand on va le tester, ça, on pourrait-tu le tester à un moment dans son horaire où ben, elle a du temps libre, elle n'est pas attendue nulle part. Fait que là, alors, elle va pas en retard, il n'y a rien de prévu. OK, on a éliminé un risque. Qu'elle se perde ou qu'elle descende au mauvais arrêt. Bon, elle a-tu un téléphone cellulaire? Oui, parfait. Si elle se perd, elle appelle, quelqu'un va la chercher. On s'assure qu'il y a quelqu'un disponible, par exemple, pour aller la chercher. Fait qu'il y a moyen d'évaluer c'est quoi le risque qui peut arriver, puis de les planifier ou de mettre des options de solutions pour permettre à la personne justement de les prendre, ces risques-là, puis que si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, qu'elle sache quoi faire aussi. Fait que ça permet non seulement de faire des apprentissages, de développer les habiletés, mais de développer la résolution de problèmes aussi. On a plein de parents qui nous disaient, il y avait des situations qui s'étaient passées, ça s'était jamais passé dans leur vie, mais que la personne a réussi à se débrouiller pareil. Il est arrivé une situation, j'ai un exemple en tête, là, une histoire de toilette bouchée, où la personne n'avait jamais eu à faire ça chez elle parce que c'était tout le temps ses parents qui s'en occupaient.
Ben, elle a réussi à se débrouiller pour aller chercher un voisin, puis ensemble, ben, ils ont comme évalué tout ça, puis ils ont réussi à déboucher à la toilette. Puis elle a appelé le plombier le lendemain parce que finalement, ça demandait un petit peu plus d'intervention. Bon, ben, ça permet à la personne de développer tout ça. Fait que, de Regarde, prendre... je Oui, il faut m'excuse, que je juste à me... dire qu'il te reste 9 minutes. Oui, c'est ça. Je complète là, au niveau du risque. Bref, il y a moyen de prendre des petits risques, puis que ça apporte des bénéfices aussi, même quand ça va moins bien. T'as suivi. Je termine, en fait, avant la période de questions, avec un petit vidéo qui a été tourné avec nos locataires aux habitations Marc-Clarisse. Fait que je vous laisse écouter ça. Ma réponse, comme de cas, j'étais accepté à Marie-Clavice. Yes. Avant, je me sentais beaucoup anxieux. Mais là, depuis que je suis ici, ça va super bien. Je me suis fait des amis, puis je suis autonome. Je suis capable de cuisiner plein de choses. La vie est belle. Ça faisait 4 ans que j'attendais pour avoir un logement. Dès que j'ai eu l'appel, c'était génial. Il a fallu qu'on fasse faire des petites démarches, aller acheter des meubles, faire la déco. Puis depuis ce temps-là, je me sens bien chez moi, là. Ma plus grande fierté, c'est de vivre seule. Parce que j'étais tout le temps entourée de mes parents. Venir au Marie-Clarisse, c'est exceptionnel. Moi, j'aime jaser. J'aime me faire du fun puis rire. J'habite au Marie-Clarisse depuis 3 ans. On fait plein d'activités, j'aime beaucoup ça. On fait de la cuisine, on a plein d'amis. Je m'en vais habiter ici longtemps parce que je suis bien, j'apprends des nouvelles choses ici. Tu sais, on a la liberté chez nous de faire ce qu'on veut. Une chance qu'on a des logements comme ça pour du monde qui vit une déficience légère, puis autiste, puis bien des choses. Par contre, quand on est déficient intellectuel, on n'a pas le droit d'habiter un logement, là, on est capable. Alors, c'est ce qui compléterait ma présentation.